à tous et bienvenue dans Agiliste, le podcast francophone de l'agilité où une fois par mois on vous partage nos conversations et réflexions autour des méthodes, techniques et outils. Je suis Julien Diret et comme toujours je suis accompagné de Pierre Ferré-Ferrand. Comment ça va Pierre après ce long été ? Ça va super bien, j'ai fait des bonnes vacances en France, je suis requinqué. Bah écoute, pareil, comme vous l'avez sûrement remarqué, il n'y avait pas d'épisode en août. On a essayé de peut-être le faire, mais en fait, voilà, comme c'était prévisible, on était tous très occupés à faire d'autres choses et comme on n'était pas trop au boulot, on n'avait pas grand-chose à se raconter au final. En plus, ouais. Donc nous voilà partis pour une nouvelle rentrée podcastique, notre première. J'espère pas la dernière. Au programme de ce mois-ci, donc, livraison agile, comment synchroniser sans couplet. Je suis venu à ce titre, mais c'est à peu près ça. C'est une problématique qui nous vient de Pierre. Ah, exact, c'est une problématique qu'on a actuellement au boulot. Alors on a que, avec des guillemets, 2 équipes, mais c'est vrai que c'est une problématique qui, pour le coup, se pose dès qu'il y a plus d'une équipe. Donc ça paraissait raccord surtout avec le principe agile du mois. Absolument, oui, le principe agile du mois qui n'est pas dans le programme, mais on parlera de nos problématiques actuelles. Du coup, on va citer notamment du shape-up de mon côté et puis pour Pierre finalement la problématique que tu viens de citer avec avoir deux équipes qui travaillent sur le même produit. On parlera des outils de l'épisode, mais pour commencer, comme tu mentionnais, le principe agile du mois de septembre qui nous dit livrer fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques semaines à quelques mois et une préférence pour les plus courts. Et donc ça t'a beaucoup inspiré. Ça m'a beaucoup inspiré, c'est surtout que c'est beaucoup d'actualité au boulot, donc c'est en accord parfait. Alors du coup, pour commencer, il y a un truc qu'il faut donc bien se remettre en tête, c'est-à-dire que le manifesto agile a été écrit depuis maintenant un petit moment. On parle de quelques dizaines d'années maintenant, deux, mais bon. Et donc du coup, une des choses qui est importante, c'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs souvent mis en avant, et je crois c'est même une des personnes qui a contribué directement au Scrum Manifesto, qui a d'ailleurs dit, avec le recul maintenant, donc ils ont évidemment écrit quelques semaines et quelques mois à l'époque, mais puisque à l'époque évidemment on avait des contraintes bien plus importantes, des phases de développement qui étaient beaucoup plus longues, ça prenait un temps beaucoup plus long, et du coup là où on parle, donc le principe a été écrit avec quelques semaines à quelques mois, on parle réellement plutôt de quelques semaines, si ce n'est quelques jours réellement aujourd'hui. Donc c'est le premier point que je voulais mettre en avant, c'est-à-dire que comme toujours, de bêtement suivre ce qui est écrit, ça n'a pas de sens, et sachant que même la personne qui a mis en avant ce principe a dit aujourd'hui, c'était il y a quelques années je crois dans une interview, que évidemment aujourd'hui c'était à réécrire, ils écriraient à quelques semaines et jours et non plus quelques semaines et mois. Donc ça c'est le premier point au niveau de la temporalité. Le deuxième point sur lequel je vais insister, donc c'est au niveau de opérationnel, et donc du coup c'est surtout ce truc là qui est le plus difficile, parce que quand on lit livrer fréquemment un logiciel avec des cycles courts, ou le plus court possible, ça paraît relativement faisable, sauf que quand on rajoute le petit opérationnel dans le logiciel, là ça complique tout de suite les choses, et c'est donc pour ça, pour moi, une des problématiques les plus importantes à prendre en considération quand on parle de faire donc du continuous delivery, ça va être surtout au niveau du testing, c'est-à-dire en fait qu'est-ce qu'on met en place de manière à ce qu'on ait des équipes de développement qui puissent avoir un cycle relativement court pour avoir un feedback rapide, qui puissent avoir un pipeline en place qui est relativement simple pour avoir une livraison qui est la plus facile possible, mais du coup comment le testing se met en place et à quel point le testing peut bloquer le développement. Donc ça c'était une question que je trouvais intéressante à mettre en avant. C'est sûr, sur ce point-là, ça va dépendre évidemment de ce qu'on touche. Donc, par exemple, donc là, je parle au niveau du boulot. On a un testing qui est donc évidemment, donc il y a tout ce qui est de notre côté au niveau du développement, donc les unit tests, integration tests. On a aussi du coup les end-to-end tests, mais on va avoir par exemple dans notre cas des releases qui sont toutes les 2 semaines, et on va essayer d'apporter en fait un maximum de testing et surtout en fait aux parties qu'on considère cruciales à l'application. Et donc nous, on en a réellement 2. C'est-à-dire la première, ça va être le onboarding, donc tout ce qui pourrait bloquer un potentiel
potentiel prospect ou lead de devenir un utilisateur. Ça, c'est évidemment notre flow principal puisque c'est l'acquisition de clients direct. Et la deuxième va être tout ce qui va être directement lié aux services financiers qu'on apporte. Donc nous, au niveau des utilisateurs, ils ont accès à un wallet, donc à un portefeuille, donc un compte directement via notre plateforme. Et dessus, ils peuvent donc faire des transferts. Il y a aussi de la conversion de devises étrangères, toutes ces choses-là. Et donc, par exemple, pour nous, même si on livre toutes les 2 semaines et qu'on a des tests en place, il va surtout y avoir une attention particulière de porter sur ces deux-là, puisqu'on considère que si on a quelques bugs qui vont être autre part que ces deux features-là, ce sera considéré comme moins grave que si on a un problème soit dans l'onboarding de nouveaux utilisateurs ou dans le transfert évidemment de tout ce qui touchera à l'argent de nos utilisateurs. Donc voilà, donc c'est opérationnel, oui, et c'est là où je trouve que c'est justement intéressant et que je trouve qu'on a une approche qui est plutôt bonne, c'est-à-dire de dire, on sait qu'on est une startup, on n'a pas 100 000 développeurs à mettre en place pour être sûr qu'on soit parfait, mais au moins, voilà, on va pas s'assurer que tout est parfait, sinon ça nous prendrait trop de temps, mais on va surtout se focaliser sur ces 2 points-là qui sont au niveau du business les plus importants, et je pense que c'est une approche qui est plutôt bonne, c'est-à-dire d'avoir, on va dire, un niveau de testing qui est correct et d'insister uniquement sur les points qui sont vraiment critiques pour le business. Donc voilà, c'est le point que je mettrai en avant et que je pense que c'est d'ailleurs celui que je partage et celui en plus qui est appliqué au boulot, donc c'est parfait. Qu'en est-il de toi, Julien? Pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve ça particulièrement important, surtout dans un environnement startup où t'as pas des moyens qui sont illimités, donc tu peux pas forcément te permettre de vérifier chaque régression partout, mais par contre c'est quand même hyper important d'être capable d'assurer le fait qu'il n'y ait pas de régression sur les endroits critiques, quoi. C'est ça, exactement. C'est la petite balance à trouver quand t'as pas des moyens illimités. C'est ça. De mon côté, oui, c'est une évidence aussi pour moi, comme tu soulignais, le manifesto agile, il est quand même un petit peu vieux maintenant à l'échelle de l'avancement de l'informatique, donc moi j'ai jamais connu autre chose que ça. Je suis même pas certain d'avoir vraiment connu un cycle en V en vrai, à part dans les livres ou à l'université, donc c'est vrai que elle est très très loin à l'époque où il fallait qu'un logiciel soit parfait avant de graver des milliers de CD, les envoyer dans des magasins, et évidemment parce que à l'époque faire une mise à jour c'était ça voulait dire regraver des CD, c'était impensable en fait. Donc avec l'avènement du SaaS et du CI/CD, ça permet quand même d'avoir une boucle de feedback qui est très très courte, et donc comme tu disais, pouvoir sortir, pouvoir shipper plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour, dépendant de l'échelle de la boîte et du business, et de son état d'avancement, c'est crucial maintenant, et ça permet en fait non seulement d'aller plus vite, mais ça permet de prendre plus de risques pour moi. En fait, c'est ça qui est important, surtout par exemple venant aussi des startups, quoi. Pouvoir prendre de risques techniques, plus de risques business, ça veut dire pouvoir faire de l'A/B testing, ça veut dire aussi pouvoir plus efficacement répondre à des bugs en fait. Donc le plus rapidement tu peux shipper, le plus tu as de marge de manœuvre, parce que tu as beaucoup plus le droit à l'erreur quelque part. Parce que tu sais que l'erreur, tu vas pouvoir la résoudre très très vite. C'est pas comme un constructeur de voitures qui va devoir rappeler des milliers de voitures à un coût phénoménal. Là, si le coût c'est juste fixer le problème et cliquer sur 3 boutons et ça part et personne l'a vu, c'est plutôt cool. Ça m'inspire aussi un de mes petits combats actuels, qui sont le fait d'essayer d'avoir des plus petites fonctionnalités en fait dans mon board Kanban au boulot. Parce qu'on livre très fréquemment au niveau de l'entreprise. Après, le fait qu'on ait une application mobile fait que on est obligé d'avoir des cycles qui sont relativement longs et une certaine synchronisation, parce que publier l'application sur les différents stores, avoir les reviews, etc., tu es bien placé pour ça. C'est une vraie galère, mais voilà, au niveau de l'entreprise, au niveau du back-end, on arrive à livrer assez fréquemment, mais le lead time sur les épiques est toujours trop long à mon goût. C'est-à-dire qu'on a toujours plein d'épiques en parallèle, donc en fait si tu regardes tout, on a quand même des shipments qui arrivent très souvent, mais si tu te focalises sur une seule épique, tu te rends compte que ça met quand même quelques semaines à sortir. Et voilà, je me dis qu'il y a peut-être moyen quand même de découper un peu plus les épiques, les faire
ou alors avoir une épique et ensuite shipper plus à un niveau user story, mais il doit y avoir moyen de faire un truc un peu plus court. Et après, je sais qu'il y a un niveau en dessous duquel découper c'est plus efficace, parce que on ship des choses qui n'ont presque plus de sens finalement. Mais je pense pas qu'on y soit donc voilà, ce principe agile il fait écho pour moi au lead time, au cycle time de Kanban, etc. C'est vrai que de mon côté, ça fait aussi écho au boulot, puisque donc on a 2 équipes Scrum, et donc de par le fait qu'on travaille sur les 2 mêmes applications en même temps, on a du coup un jour de release qui est coordonné entre les 2 équipes, et en plus de ça, évidemment, on a tous les meetings qui vont avec pour s'assurer que les features s'empiètent pas dessus, que quand on va les mettre ensemble, ça va bien se passer. Donc ouais, c'est une problématique. Bien se passer. Ce qui nous emmène donc directement au sujet principal, qui nous a été apporté par Pierre. Donc livraison agile, comment découpler des équipes lorsqu'on travaille sur le même produit. Donc partage donc un petit peu avec nous. C'est un safe space. T'inquiète pas, on va trouver des solutions. Non, donc du coup c'est vrai que ça fait ça tombait bien avec le principe agile du mois et surtout avec la problématique actuelle. Donc là en fait ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de passer sur des OKR au niveau du business, donc Objective Key Results, donc en gros pour découper les quarters. Donc chaque quarter en fait va avoir des OKR associés qu'on va devoir réaliser et donc au moins atteindre, si ce n'est aller au-delà, avec mon équipe. Et donc c'est vrai que justement une des problématiques qui va se poser, ça va être au niveau du fait que nous on voudrait en fait que on puisse le lancer le plus rapidement en production, surtout sur des petits expériments qu'on va voir et tout ça, pour essayer d'avoir le retour, donc le feedback utilisateur le plus rapide possible. Et évidemment on se heurte à un problème qui est le fait qu'on ait 2 équipes Scrum qui soient sur les 2 semaines toutes les 2, et du coup on a le mercredi de release qui tombe en même temps. Donc ça pose déjà un paquet de problèmes, puisqu'en fait comme on a cette release qui arrive le mercredi et qui est toutes les 2 semaines, on va pas pouvoir se permettre de flexibilité, par exemple de pouvoir avoir un sprint d'une semaine ou 3 semaines en fonction du problème qu'on va avoir. Donc ça déjà c'est un gros souci, puisqu'on va pas pouvoir être flexible, agile c'est le cas de le dire, au niveau de la durée pour réaliser un travail donné. Donc déjà ça c'est un gros problème qu'on a, et évidemment donc j'en ai parlé avec le directeur of engineering, et donc évidemment le problème qu'on a, c'est que comme on doit toujours livrer en même temps le même jour, parce qu'on travaille sur la même chose, on peut pas trop s'en échapper. Donc du coup c'est pour ça c'est intéressant aujourd'hui qu'on discute des approches qui existent, et donc je sais pas si Julien tu veux commencer avec Oui, bien sûr. Alors du coup moi quand j'ai commencé à brainstormer là-dessus, je suis parti sur une approche technique, et c'est vrai qu'il y a aussi sûrement moyen de le résoudre avec de l'agilité et des process, mais comme tu disais, vous avez déjà des process qui sont assez bien définis. Donc moi, la première chose que ça m'a inspiré, c'était il y a plusieurs possibilités, et en général c'est quelque chose qu'on voit arriver de façon assez naturelle. C'est déjà quand tu pars d'un monolithe, c'est partir sur un monolithe qui est un peu plus modulaire, avec un monorepo. L'idée c'est que chaque équipe va pouvoir avoir son petit module et le déployer chacun de son côté sans trop embêter l'autre équipe. C'est le premier truc qui m'est venu en tête. Alors je sais pas à quel point ça répond à ta problématique, mais en tout cas c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place. Ça vient aussi avec son lot de soucis, qui est que il n'y a pas de séparation de préoccupations, la separation of concerns. Donc il y a une équipe qui peut péter toute l'application. Après tu as des temps de compilation, de packaging, de déploiement qui vont être un peu plus longs et un peu plus problématiques, mais il y a des énormes boîtes qui fonctionnent sur ces modèles là, pour lesquels ça fonctionne très bien. À quel point est-ce que ça aiderait, ou pourquoi est-ce que vous êtes pas parti là-dessus?
Ouais, alors c'est l'approche classique et c'est d'ailleurs celle qu'on a. Le vrai problème, c'est-à-dire que par exemple, je vais prendre un exemple, j'essaie de réfléchir. On a par exemple, je vais dire une bêtise, mais on a une liste de to-do. C'est un truc tout bête, mais voilà, on a des utilisateurs, ils doivent faire certaines étapes sur l'application quand ils sont sur leur dashboard. Et un des problèmes, par exemple, c'est qu'on s'est retrouvé à un sprint à nous implémenter des nouveaux to-dos et l'autre équipe implémentait aussi des nouvelles to-dos. Donc du coup, c'était pour après 2 features séparées, mais on avait en fait ce point où ça se touchait. Et du coup, à ce niveau-là, même avec une approche de monétique modulaire, on est bloqué puisqu'en fait le code à un moment doit être ramené ensemble sur une seule branche qui va être déployée à la fin. Et donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, enfin voilà, pour ces trucs-là, on est obligé de le faire à la main puisqu'on peut pas faire autrement sur un seul repo. Ouais, mais à ce moment-là, est-ce que du coup le problème c'est pas le process? Est-ce qu'en amont il n'y a pas moyen que les PO ou les engineering managers ou peu importe, moi si je mets ça dans mon contexte, je me dis ça va être le boulot des engineering managers de synchroniser avec les PM pour se dire ok là il va y avoir un chevauchement au niveau des un chevauchement technique en fait au niveau des epics ou des user stories. On va essayer d'éviter de façon à ce que ce soit bien synchro et que tout se passe bien quoi. C'est ça, et clairement nous n'avons pas d'engineering manager en ce moment. GetGrant, on a un directeur of engineering, mais il a déjà tellement à faire que mais clairement ce serait, c'est pour ça qu'on recrute actuellement un engineering manager si des gens sont intéressés. Mais voilà, c'est typiquement le genre de choses où j'espérais d'un engineering manager qui soit clairvoyant et qu'il puisse voir ça venir et justement faire en sorte de décaler les sprints de manière à ce qu'on n'ait pas à travailler ensemble en même temps sur une même feature. Mais quand même en fait si ton monolithe il est vraiment modulaire et que chaque équipe a son module et son truc, normalement il ne devrait pas y avoir tant de code en commun que ça. Non, c'est vrai. Mais un truc tout bête, parce que par exemple, on liste c'est purement technique, mais on liste, en fait, on a une énum au niveau des types de to-do qu'on reçoit. Et donc, forcément, par exemple, je vais dire une bêtise, mais si on était au 10e, nous on avait pris le 11 et le 12, et il s'est avéré que l'autre équipe, comme ils faisaient en même temps, avait aussi pris l'énum 10, 11 et 12. Donc c'est ce genre de truc tout bête, mais voilà, on est obligé de s'assurer. Après, en vrai, c'est un problème parce qu'on réalisait en même temps, mais dans le cas où, et c'est là que c'est assez drôle, si on réalisait pas en même temps, le problème se serait pas posé. Puisque ceux qui release en premier, évidemment, prennent les numéros et font un peu ce qu'ils veulent. Et ceux qui vont devoir release après vont être obligés de façon de rebase sur Develop, qui aura été elle-même rebase de master. Donc, on n'aurait pas eu ce problème. Donc, c'est assez drôle d'ailleurs de se dire qu'il n'y aurait pas eu le problème si on ne faisait pas livraison en même temps. Ouais, vous avez vraiment eu un problème de fork où vous êtes partis sur le même truc, chacun de votre côté, sans communication, comme des bourrins, quoi. C'est ça. Les équipes sont relativement isolées, donc c'est vrai que... Ouais. Non, très bien. Alors, du coup, toi, ça t'inspire quoi ? Alors du coup, donc c'est l'approche qu'on va tenter d'avoir. Donc en fait, et aussi pour prendre un peu de hauteur, pour l'instant on travaille donc avec 2 équipes Scrum, mais on a très envie d'aller sur Kanban. En fait, on voit beaucoup d'avantages et surtout au niveau du time to market, c'est indéniable que Kanban est beaucoup plus flexible que Scrum. Et c'est aussi l'idée d'avoir constamment en fait de challenger. Un des intérêts de Kanban et de pouvoir challenger littéralement au jour le jour ou tous les 2 jours la priorité et de pouvoir être assez flexible, alors que dans un sprint, on peut pas vraiment. Enfin, il y a des moyens, mais c'est pas le but d'un sprint. Justement, le but c'est d'essayer de caler le travail pour une période de temps donnée, et ensuite au bout de cette période-là, qui est le sprint qui est échu, on peut du coup décider de la nouvelle priorité. Donc, on aimerait avoir la possibilité de changer encore plus rapidement, parce qu'en fait, comme à nouveau j'expliquais, on va travailler avec les OKR. Si on voit tout de suite que par exemple un petit truc qu'on pousse, on a tout de suite un effet négatif qui est dedans, on aimerait pouvoir le retirer et changer ou l'évoluer. Et du coup, c'est pour ça que Kanban est très intéressante dans cette approche d'y aller vraiment atomiquement à la story et non plus de livrer tout le sprint. Et donc, une des choses qu'on va essayer de mettre en place de manière à pouvoir passer de Scrum à Kanban progressivement, notre approche, ça va être de tester, d'utiliser des feature flags. Donc, petite publicité, on va utiliser Darkly Launch. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir donner accès donc aux ingénieurs et aussi aux PM. Donc, pour les PM, c'est simplement des petites features s'ils veulent tester de temps en temps, mais nous, au niveau d'un point de vue technique, ce sera vraiment pour pouvoir dire, voilà, on a tel endpoint qui est derrière une feature flag, on a telle feature qui est aussi derrière une feature flag, et en fait dès qu'on a les 2 qui sont prêts, on peut simplement les release d'un coup. Et l'idée en fait c'est d'avoir le code qui est ready en production live, mais pas accessible aux utilisateurs. Et donc du coup ça semble être une méthode on a essayé de
d'y réfléchir, on trouve pas trop de points négatifs. Le seul point négatif, le seul vraiment qui va poser problème, et là ce sera du cas par cas, mais c'est vraiment le seul point qu'on a pu mettre en avant en disant ça va nous poser problème, ça va être au niveau des migrations de bases de données, puisqu'en fait s'il arrive un moment où on retire un champ existant et qu'on le remplace par un nouveau, et du coup nous derrière on a des migrations à faire et tout ça, donc migration de base de données, et après en plus devoir faire du coup de la migration de données pures, c'est-à-dire de passer un champ vers un autre et de faire cette migration là, ça on voit pas comment c'est réalisable par feature flag. On a l'idée peut-être alors si on peut, d'avoir un webhook sur la feature flag qui du coup trigger un cron, mais c'est très tendu et on préférait toujours avoir des ingénieurs qui le fassent, qui supervisent ça, du moins pour les premières fois. Mais on pense aussi pouvoir se dépatouiller avec les migrations de DB en utilisant justement un système de webhook, de cron et tout ça. Donc même ça, il y a moyen que ça marche. Donc on est en train de regarder s'il y a moyen d'avoir un peu un système comme les Epic, de dire par exemple voilà, il y a telle feature flag. Si vous en déclenchez une, automatiquement ça va déclencher les autres avec, ou plutôt dans le sens où si vous déclenchez cette Epic, alors ça va release la feature sur le front-end, ça va débloquer l'endpoint sur le back-end et ça va run la migration directement sur la base de données. Donc c'est l'approche qu'on a pour essayer de découpler justement le boulot. D'avoir ce système de feature flag où en fait en débloquant une, ça va débloquer du coup pour l'utilisateur le code qui sera déjà en production. Ouais, c'est intéressant. Alors pour d'autres problèmes de migration de base de données, moi le premier truc que je me dis, c'est qu'il faut quand même éviter de faire d'avoir à faire des migrations qui cassent quoi. Finalement, si tu arrives à garder la compatibilité, t'es bon quoi. C'est ça. C'est vraiment des edge cases sur des trucs qu'on devrait vraiment supprimer. De toute façon, c'est pas une silver bullet quoi. Tu peux pas tout feature flag. C'est ce que mes développeurs mobiles me disent tout le temps. Non mais ouais, du coup moi j'avais jamais trop bossé avec les feature flags, j'en avais vu des talks en conférence etc. dessus, surtout des entreprises qui essaient de vendre la soupe sur leurs solutions, mais ça avait l'air assez intéressant. Du coup maintenant nous on en utilise aussi au travail, comme je disais, en fait on a une de nos problématiques qui nous empêche de pousser régulièrement, c'est que on a cette application mobile, donc en fait maintenant on a tendance à parfois finalement se dire allez, tu sais quoi, on garde le même cycle, on garde la même cadence, on sort quand même sur mobile, même si c'est pas prêt par exemple sur le back-end, mais on le met derrière feature flag, et en fait ça permet quand même de faire des lancements même de features qui sont beaucoup plus smooth, parce qu'on peut vraiment jusqu'au dernier moment bien se synchroniser avec le légal, que les terms and conditions soient mis à jour, que avec le marketing, que ok hop, la minute où on pousse le tweet, paf, on peut trigger le flag. Donc ça a beaucoup d'aspects qui sont assez intéressants, parce que même si tu as des systèmes CI/CD qui sont hyper performants et tout, ce sera pas aussi rapide que de tourner un bouton sur vrai ou faux quoi. Donc non, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi j'ai un peu peur que ça pollue un petit peu le code, parce que du coup tu te retrouves avec des boulets un peu partout, mais ma foi, est-ce que c'est pas un mal pour un bien quand c'est bien fait? Après, de toute façon, il n'y a pas de 50 solutions qu'au bout d'un moment, il faut que tu arrives quelque part, quoi. Donc, c'est pas magique. C'est le truc qui m'a fait un petit peu peur, mais d'un point de vue technique, moi, j'ai jamais codé personnellement avec des feature flags, donc ça m'intéresserait de voir si en vrai ça pollue autant que ça ou pas. Mais non, c'est une super idée. Du coup, pour continuer à dérouler, moi pour aller l'étape après, il y a évidemment les microservices, qui voilà, quand tu commences à scale vraiment, à avoir un certain nombre d'équipes, si tu veux vraiment avoir de la separation of concerns et vraiment avoir des équipes qui sont totalement séparées, qui sont totalement autonomes d'un point de vue technique, et au niveau de la base de données, au niveau d'à peu près tout, c'est la façon de faire. Après, ça vient avec toutes les problématiques qu'on connaît et qu'on commence à voir depuis que la hype des microservices a un petit peu terminé, et quand tout le monde est revenu un petit peu à la raison. Ça n'engage que moi, mais ouais, c'est sûr qu'on peut livrer, chaque équipe peut livrer totalement indépendamment. Il y a une séparation of concerns qui est super bien, mais voilà, on se retrouve très vite à devoir publier des librairies pour le code en
commun. Quand tu es sur un monolithe modulaire, tu suffit juste d'avoir un coin, comme tu disais tout à l'heure avec les Elum, t'as un coin qui est partagé, hop, voilà, c'est pas compliqué, c'est juste de mettre du code dedans, alors que là, quand tu dois modifier ta librairie, la publier, demander à des gens de faire une pull request dessus, la pousse, la publier, que tous les caches soient bien mis à jour, que tout le monde doivent la tirer, et bien penser à mettre à jour leur bout de code, etc. C'est un peu une vraie galère. Et puis après, pour loguer, pour faire du tracing, du monitoring, ça rajoute une grosse quantité de galère quand même. Donc ouais, clairement c'est pas pour tout le monde, mais passer une certaine taille, ça vaut le coup, quoi. C'est vrai que, juste pour rebondir un petit peu, c'est vrai que du coup au boulot on a l'approche, et c'est assez, on a du coup un monolithique plutôt modulaire, mais on a aussi du coup des microservices, et je trouve justement que d'avoir les deux c'est assez bien, parce que justement ils n'ont pas ce problème de devoir faire des librairies pour le code commun, puisqu'en fait dans ces cas-là tout ce qui est commun va sur le monolithique, donc ça règle un petit peu leur problème. Mais à ma connaissance, on a deux services principalement, le DMS, donc le Document Management System, et du coup évidemment tout ce qui a trait au wallet et à l'intégration des third parties pour les wallets des utilisateurs. Et je trouve que le mix des deux marche relativement bien pour l'instant. Nice. Moi, à ma connaissance, avant que j'arrive, ils étaient partis sur des microservices plus ou moins dès la première itération, en se disant de toute façon ça va être énorme, donc on va partir là-dessus direct. Et c'est la classe, parce qu'effectivement il y en avait besoin, mais moi j'ai bossé dans pas mal de startups où on a commencé avec un MVP avec Kubernetes et tout, et j'ai jamais eu besoin. Mais bon, ça m'a permis de rencontrer des vrais problèmes de vraies boîtes dans des petites boîtes, ce qui est assez intéressant d'un certain point de vue, et une vraie perte de temps d'un autre point de vue. Cool. Passerions-nous aux problématiques actuelles, du coup, qui est toujours à peu près la même au final pour toi? Est-ce que tu voulais élaborer encore? C'est ça. Non. Donc c'est vraiment juste pour restituer encore. Donc vraiment la problématique actuelle, mais c'est un peu pour faire un état des lieux maintenant, et du coup pour y revenir dans quelques semaines. Bon, quelques mois quand même, on va laisser un peu de temps au temps. Mais non, donc juste pour dire, aujourd'hui la problématique actuelle qu'on a, c'est donc deux équipes qui travaillent sur les deux mêmes produits et de manière très proche. Comme de fait, donc ça peut être même littéralement le cas que sur un même sprint, les deux équipes doivent toucher littéralement le même code. Donc dans ces cas-là, c'est le plus complexe. Et donc voilà la problématique actuelle. Et donc j'ai fait un petit peu un spoiler alerte juste avant, mais donc voilà, donc on part sur les feature flags pour essayer de diminuer un petit peu le coupling qu'il y a entre les deux équipes au niveau de ce qu'on livre. Et donc voilà, c'est juste pour faire un état, mais on reviendra dessus, je pense, d'ici quelques mois. J'aurai des petits retours sympas à faire. Il pressait d'avoir le retour. C'est ça. Mais donc non, c'est vraiment l'approche qu'on prend, et on en avait plusieurs, mais c'est vraiment celle pour l'instant qui semble la plus facile à mettre en place d'un point de vue technique, et qui du coup, comme de fait, ça a deux avantages. Donc à la fois pour le business, on devrait pouvoir techniquement livrer plus tôt si ça se passe bien. Donc on verra peut-être avant même donc pour l'instant on est toujours sur Scrum, on verra peut-être pour gagner des sprints de 2 semaines, mais avec du coup une release tous les mercredis, une potentielle release, ce qui veut dire qu'on sera pas obligé de release, mais s'il y a des stories déjà prêtes et bien feature flaguées, on les passera sur la release, on va dire, de mid-sprint. Et du coup, l'étape d'après sera du coup de pouvoir laisser tomber Scrum au profit de Kanban. Donc voilà, à nouveau, stay tuned. On vous en dira plus. Je vous en dirai plus quand ce sera effectif, après quelques semaines. Exciting. Mais tout le monde, donc, tous les gens qui font du Scrum repassent sur Kanban. C'est fou. C'est à croire que c'est l'essence même de Scrum, l'essence même de l'agilité. Alors du coup, en parlant de Kanban, du coup moi à Swissborg, on était à l'aube de passer de Kanban à ShapeUp, ce qui était ma foi intéressant comme projet, et ça nous a permis de se poser un certain nombre de questions sur nos process déjà, juste essayer de
de se dire ok, quelle est la limite des process qu'on a en place aujourd'hui, qu'est-ce qui peut et ne peut pas être résolu avec Kanban ou avec plus de process. Et après c'était assez intéressant et donc ça nous a amené il y a quelques mois à se demander est-ce que ShapeUp n'était pas une solution. En tout cas pour nous ça avait l'air de résoudre un certain nombre de problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre autrement. Donc on s'est dit à la limite on part là-dessus et puis on verra après comment ça se tient. On expérimente, on est agile. Alors du coup pour ceux qui n'ont pas suivi qui sont dans l'ignorance comme je l'étais il y a quelques mois, pour être tout à fait honnête, je vais vous refaire un petit point sur ShapeUp. Ça permettra de juste parler d'agilité. Il n'y a pas que Kanban et Scrum dans la vie. Donc ShapeUp, c'est une méthode qui a été développée par Basecamp, qu'ils ont développée en interne et ensuite qu'ils ont essayé d'évangéliser un petit peu parce qu'ils vendent un produit qui permet d'utiliser ShapeUp, je suppose. Donc en fait, mis très simplement, c'est une sorte de Scrum en 8 semaines et sans équipe. Globalement, c'est ça. Donc en fait, ça fonctionne en cycle de 8 semaines qui sont en général 6 semaines de sprint plus 2 semaines de cooldown, un peu comme on ferait des hack week, même si le cooldown c'est pas quelque chose qui est vraiment très très... J'ai pas l'impression que ce soit très très bien défini, mais en général c'est les gens qui vont fixer des bugs, ils vont faire du refactoring, ils vont se calmer un petit peu. Donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ça fonctionne en 2 tracks, avec 2 tracks en parallèle. Alors on pourrait arguer du fait que Scrum ça fonctionne un peu comme ça, c'est juste que c'est pas exactement défini comme ça, mais ça fonctionne un peu comme ça. Le PO il se tourne pas les pouces pendant le sprint. Mais en gros il y a 2 tracks en parallèle. Il y a une track produit, une track ingénierie. Une track produit qui prépare les prochains items pendant le sprint, donc pendant les premières 6 semaines, la track produit va shape up les items, donc ils vont vraiment se poser les questions de voilà, est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, quels sont les problèmes qu'on va potentiellement rencontrer. En gros, essayer de faire cette espèce de refinement, demander du conseil technique, etc. En gros, arriver à avoir un pitch qui est assez cohérent et qui est pas trop de mauvaises surprises en chemin pour la suite. Et pendant les 2 dernières semaines des 8 semaines, vont sélectionner avec tout un sport de comité ils vont sélectionner les items à mettre dans le prochain cycle. Donc en fait il faut une sorte de sprint planning mais sans l'équipe quoi. Et de l'autre côté, la track ingénierie, pendant les 6 premières semaines, ils font le cycle. À la fin, ils déploient. Et pendant les 2 semaines d'après, ils font leur cooldown et ils font ce qui leur chante. Ils se calment un petit peu. Et ce qui est intéressant, c'est que les équipes sont composées en fonction des items qu'il va y avoir dans chaque cycle. Donc en fait, on va essayer de viser des équipes de 3-4 personnes. Donc vraiment plutôt des petites équipes autonomes et les organiser en fonction des items. Donc peut-être que certaines personnes vont connaître un peu plus à propos de tel ou tel sujet. Donc ça c'est assez intéressant. Moi c'est ce qui me plaisait dans ShapeUp, c'est que notamment nous on a des équipes qui grossissent un peu dans tous les sens. Et il y a certaines équipes qu'on aimerait bien mettre ensemble, mais ensemble elles sont trop grosses, en même temps séparées, ça n'a pas trop de sens. Donc avoir une sorte de pool de développeurs comme ça, dans lesquels on pourrait venir piocher et créer des espèces de sous-équipes temporaires au fur et à mesure des besoins, c'est quelque chose qui me plaisait pas mal. Il n'y a pas d'estimation en ShapeUp. Alors il y a un peu d'estimation, il y a ce qu'on appelle l'appétit, en fait, qui peut être soit grand soit petit. Et c'est quelque chose qui est décidé quand l'item est shape. Donc en fait, quand on décide qu'un item a un grand appétit, c'est qu'il va prendre les 6 semaines de développement. Quand il a un petit appétit, c'est globalement 2-3 semaines. Et donc l'idée, c'est chaque équipe qu'on va créer, on va soit leur donner un grand appétit
un item avec un grand appétit, soit 2-3 items avec un petit appétit, et en essayant peut-être éventuellement que c'est à peu près du sens, quoi. Et donc voilà, globalement c'est Shape Up résumé comme ça. Donc ça a l'air d'être un peu le fouillis, et c'est vrai qu'à posteriori je me dis que c'est un peu du Scrum, un peu mis différemment, avec des cycles 4 fois plus longs, quoi. Donc je comprends que déjà Scrum c'est pas forcément toujours facile à vendre, parce que mais qu'est-ce qui se passe si les requirements ils changent pendant le cycle. C'est ma première question. Là, pour le vendre sur 8 semaines, je pense qu'il faut quand même être dans une boîte où les choses sont assez carrées bien et établies. Bien établies, ouais, exactement. C'est un peu ce dont on s'est rendu compte. Et nous, on était hyper chaud pour tenter le coup. C'est juste qu'un petit peu, quelques semaines avant de vraiment mettre ça en place, on s'est dit, bon, en fait, ça va pas être possible. On en est encore à l'étape de, on dit toujours start-up, scale-up ou quoi que ce soit, on commence à être établi et tout, mais bon, ça bouge encore beaucoup et très vite, donc on a besoin d'être réactif. On s'est rendu compte que 8 semaines ça allait peut-être être un petit peu chaud, et il y a beaucoup de gens que ça commence à faire flipper, donc on s'est dit en fait ça vaut pas le coup de juste passer le cap et faire flipper tout le monde, juste pour faire une expérimentation, quoi. Mais on s'est dit, ok, on a pris un step back et on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on essayait vraiment de résoudre à la base avec ça, quoi. Et en fait, on avait deux grosses problématiques. C'était d'une part le problème d'équipe dont je parlais tout à l'heure. Et le deuxième, c'est l'équipe produit, qui est encore assez petite en fait, qui a un petit peu du mal à suivre le grossissement de l'équipe d'ingénierie. Et donc on avait besoin d'éclaircir un petit peu quelles étaient les priorités côté produit, et en gros améliorer quelque part la qualité et la quantité de ce qu'on avait nous en input à niveau ingénierie, quoi. Alors on a pas mal travaillé sur des process, etc., mais en fait le fait d'expliquer ShapeUp et le système de betting table et de shaping, etc., ça a quand même le fait de dire on va mettre ça en place, ça a mis un petit coup de fouet à tout le monde, et notamment à l'équipe produit qui s'est dit ok, maintenant il va falloir qu'on soit prêt pour faire ça, quoi. Donc ils ont mis un certain nombre de process en place. Ils ont créé leur petit framework qui leur permettait de prioriser et de shaper les items à venir. Et c'est hyper cool, parce qu'en fait ça c'est un truc qu'on peut complètement garder. On n'est pas obligé de mettre en place ShapeUp pour le garder. C'est totalement compatible avec Kanban finalement. C'est juste que maintenant ça va partir en flux plutôt qu'en itération. Mais ça c'est super cool. Donc rien que le fait d'avoir fait ça, finalement ça nous a permis de gagner en qualité. Et globalement je considère qu'à peu près 50% de la qualité d'une feature c'est la qualité de sa spec, quoi. S'il y a des trous dans la spec, ou qu'elle change, ou enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent mal se passer dans l'ingénierie, mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent mal se passer au niveau produit. Donc en fait ça c'est quelque chose qu'on a réussi à améliorer et qu'on va conserver après, finalement en restant sur du Kanban, mais en gardant cette inspiration un peu ShapeUp. La seconde, c'est que mes deux grosses équipes principales, c'est celles qui travaillent sur l'application mobile, elles vont être finalement fusionnées, et on va justement s'inspirer de cette technique-là de ShapeUp, de créer des équipes un peu temporaires en fonction des besoins. C'est-à-dire qu'on va faire des équipes qui vont être sûrement autour des épiques qui arrivent. Donc dès qu'il y a une nouvelle épique qui rentre dans le Kanban, ça va être notre boulot d'engineering manager, comme je disais, de synchroniser les équipes pour qu'on sache que telle feature elle va demander à peu près telle ou telle personne et tout, de façon à ce que les choses se mettent pas trop mal. On va voir à quel point c'est faisable d'être smooth comme ça, mais ça va être notre boulot de synchroniser tout ça, de faire un peu les chefs d'orchestre. On a commencé aussi à faire sauter les rétros, en fait, parce qu'on avait des rétros, mais les rétros en Kanban c'est un peu compliqué, parce que tu te retrouves à débriefer pas vraiment un sprint, donc c'est un peu toujours, tu finis toujours par parler des trucs high level, mais finalement jamais des trucs low level. Tu parles jamais de comment ça s'est passé tel épique, là on a merdé parce que la spec elle était pas bonne, machin, ou que sais-je.
Donc on a commencé à faire sauter les rétros, mais par contre à faire des débriefs niveau épique. C'est-à-dire que quand une épique est sortie, qu'elle est en prod, tout le monde applaudit et ensuite on débrief toute la petite équipe qui a travaillé sur cette épique. Et on se pose les questions, comment ça s'est passé, quel était le résultat attendu, quel est le résultat actuel, et ensuite surtout on communique avec le reste de l'équipe sur qu'est-ce qu'on a appris de cette épique et quels sont les pièges dans lesquels on est tombé, etc. Donc c'est quelque chose sur lequel je travaille pas mal en ce moment. J'ai beaucoup d'espoir. Les débriefs, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup en ce moment. Le fait de vraiment faire quelque chose, de suivre le flux, quoi. Finalement, c'est vraiment aller. Enfin, tu vas faire des rétros toutes les 2 semaines quand tu fais du Kanban. Finalement, ça a pas vraiment de sens, quoi. Donc on va partir là-dessus et puis ouais, on va en vrai avoir des espèces de sous-équipes, des espèces de squads ou je sais pas comment on va les appeler, qui sont toujours autonomes par équipe. Donc s'ils veulent faire des stand-up, bah ils font des stand-up. S'ils veulent pas parce que c'est une équipe de 3 et qu'ils n'en a pas besoin, ils en font pas. Et finalement, il y a le dernier truc, c'est les Epic Leaders. Je sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais on a des leaders d'Epic. Donc chaque Epic a son leader et quelqu'un peut être Epic Leader de plusieurs Epics s'ils veulent, ou de 0. C'est pas obligatoire ni interdit, mais du coup l'idée c'est d'avoir une commande décentralisée. C'est-à-dire que rien ne nous empêche de régulièrement, tu vois, genre 1 ou 2 fois par semaine, d'avoir une sorte de stand-up avec les Epic Leaders et les PM et les engineering managers, de façon à nous avoir une idée, une compréhension globale de l'avancement de chaque truc, sans forcément avoir besoin d'avoir toute l'équipe ingénierie ou toutes les personnes qui travaillent au même endroit. Donc on finit par faire un peu des stand-up de stand-up, quoi, finalement. Mais ça ressemble beaucoup à l'idée du capitaine qu'on avait à GetGround, à Arthos. Ouais, c'est exactement ça. D'accord. Non, ça marchait vraiment bien, ça. Ouais, c'est exactement ça. On a un capitaine qui du coup s'occupe du brief, de la communication up and down, et qui s'occupe du débrief à la fin. Et ça permet, en fait, je trouve d'un point de vue gestion humaine, ça permet de coacher les gens plus facilement aussi. Tu vois, avoir ceux qui vont être des leaders soit naturels, soit qui ont une volonté de devenir leader et d'avancer. Ça permet aux gens d'avoir un espace dans lequel ils peuvent venir expérimenter. Ça permet aussi, je trouve, de remplacer un peu le système de cooldown qu'il y a dans ShapeUp, où on sous-entend un peu que les gens ils vont courir comme des malades pendant 6 semaines et qu'ensuite ils vont se reposer pendant 2 semaines, ce que je trouve pas très agile. Là, avec les Epic Leaders, comme la charge de travail est toujours un peu plus élevée quand tu es Epic Leader, ça permet en fait à chaque personne de trouver son rythme en fait et d'être Epic Leader sur un gros truc qui va t'occuper pendant 2 mois, et ensuite de dire ok cool, je prends le backseat, maintenant je suis tac, je me repose un petit peu mais je produis quand même, et ensuite dès que je le ressens, de remonter au créneau. Donc ça donne beaucoup de flexibilité en fait, à la fois pour les niveaux des process et au niveau des gens. Donc il y a moyen de faire des trucs assez intéressants avec tout ça, et puis ça permet aussi un meilleur partage de connaissances, parce que finalement c'est toujours un peu les mêmes personnes qui travaillent avec les mêmes personnes sur le même sujet, mais ça ouvre quand même la porte à un peu plus de mélange des genres qui sera sûrement pour le mieux. Donc voilà, en conclusion, on a dû être agile par rapport à notre pratique de l'agilité, par rapport à nos méthodes. Donc c'était une période un peu méta finalement de remise en question au début, au milieu et à la fin, quand on s'est demandé ce qu'il fallait qu'on fasse pour résoudre les problèmes, ensuite comment on implique ShapeUp, et ensuite finalement comment est-ce qu'on fait pour ne pas appliquer ShapeUp mais quand même résoudre les problématiques au début. Donc c'est toujours une méthode que j'applique beaucoup, c'est à essayer de comprendre une méthode, en extraire les principes, ensuite l'introduire à ta méthode personnelle, qui est quelque chose que j'utilise par exemple pour méthode d'organisation personnelle que tu connais bien avec mon système de Kanban, GTD, Bullet Journal, Frankenstein et Tutti Quanti. Donc voilà, moi aussi je vous tiendrai au courant de l'avancement de la mise en place du nom ShapeUp. J'ai beaucoup d'espoir et j'espère surtout que ça va nous permettre d'avoir tout les clés pour pouvoir continuer à scaler comme des malades.
Ouais. C'est intéressant, je rebondis surtout sur la partie du coup parce que c'est un peu l'idée donc de 8 semaines et en 6-2, donc du coup 6 semaines de sprint et 2 semaines de cooldown. C'est assez intéressant parce que justement donc on a pris la décision il y a maintenant 3 sprints. En fait donc on a 10 jours de sprint, donc du coup on fait du mercredi au second mercredi, donc 2 semaines après. Et du coup en fait ce qu'on a décidé, parce qu'on avait deux problématiques qui venaient ensemble. La première c'était qu'en fait on n'arrivait pas à gérer la tech dep dans nos sprints ni en dehors des sprints. Et la deuxième en fait c'est que du coup comme on livrait le mercredi, on avait toujours cet accord tacite de dire on finissait le boulot le vendredi, donc le vendredi 3 jours du coup avant la livraison en prod, de manière à ce que les QA, donc c'était vendredi, on cut, on pousse du coup ce qui est en staging sur preview, et du coup ça laisse 2 jours complets, donc lundi mardi au QA pour pouvoir faire du test intensif dessus. Et c'est vrai que c'est intéressant, du coup donc on a mis ça en place, et donc du coup on a été encore plus loin en se disant si le lundi mardi c'est déjà utilisé pour les QA pour pouvoir en fait du coup donc QA l'environnement de preview, du coup on a décidé en fait d'estampiller ces 2 jours comme étant les jours de tech dep, c'est-à-dire que on a nos daily scrum où c'est extrêmement rapide puisque normalement on devrait pas avoir de soucis, donc les seuls trucs qui vont être c'est des defects qui vont revenir de preview par les QA, et donc évidemment on doit sauter dessus pour pouvoir les résoudre avant la mise en prod, mais du coup on s'est rendu compte que c'était assez intéressant parce que du coup les QA étaient tranquilles pour faire leur queuing, et nous ça nous laissait vraiment 2 jours où du coup le focus était donné aux techniques et pas au business, et donc ça fait maintenant 2-3 sprints qu'on l'a. Ça n'a pas été les meilleurs sprints pour tester puisqu'on a eu des gens qui partaient en vacances avec l'été, tout ça, donc forcément on a dû compenser pour l'autre équipe et vice versa. Mais en tout cas, ça a l'air de marcher vachement bien, puisque du coup, on n'a pas besoin du tout de prendre en considération la tech dep dans les sprints, et parce qu'on sait qu'on a du coup 20% du sprint qui est réservé à la tech dep. Donc c'est une approche assez intéressante, et pour l'instant, ça a l'air de marcher plutôt bien, c'est-à-dire qu'on a la tech dep, on a vraiment plus le mental space pour vraiment être focus sur la tech dep, et non pas en faire 1 heure par-ci, 2 heures par-là. On a vraiment 2 journées complètes de dédiées, et pour l'instant, je trouve que ça marche relativement bien. Donc, ouais, c'est pas mal. Ouais. J'aurais jamais trop osé modifier Scrum à ce point-là, mais c'est en fait ça a beaucoup de sens ce que tu dis. Au final, en fait, c'est vraiment l'idée du cooldown, c'est-à-dire que pendant 2 jours, nous les devs, on se retire activement de travailler sur le sprint, mais pour autant, c'est pour ça en fait, je trouve qu'on n'a pas fait une grosse entorse à Scrum, dans le sens où en fait, on ne dit pas que le sprint est terminé pour nous, on dit juste qu'on ne travaille plus activement sur les stories, et comme de fait, de toute façon, les stories ont été faites avant le vendredi, et s'il en reste d'ailleurs, on les fait quand même sur ces jours-là. C'est l'accord, c'est-à-dire on ne travaille sur la tech dep que quand le sprint et le sprint goal a été accompli. Donc du coup, on met pas en danger en fait les principes de Scrum qu'on utilise. Et pour autant, en fait, on se libère du temps qui est à la fois bénéfique pour les QA, évidemment pour nous, parce que du coup, comme on a pas mal cravaché pendant les 2 années passées sur le MVP et vraiment mettre en place la startup, on a accumulé une bonne tech dep que maintenant, du coup, on doit allouer du temps pour pouvoir la faire diminuer. Donc, ouais, ça a du sens. Mais est-ce que finalement, c'était pas ça l'essence de Scrum aussi, quoi? Est-ce que finalement, c'est pas l'inverse de ce que je disais? C'est ça. Que dit Scrum quand qu'est-ce que tu es censé faire quand tu as fini? Voilà, tu continues, tu regardes ton sprint goal et tu te dis qu'est-ce que je peux faire de plus? J'imagine que c'est ça la différence. C'est ça. Non, ça a beaucoup de sens, mais comme tu disais, le fait d'avoir le mental space, me tenir, ok, je me focalise là-dessus, et c'est legit, et c'est prévu, et ça va faire du bien à tout le monde. C'est ça, ça a beaucoup de sens. Space pour les ingénieurs, lundi, mardi. Nice. Est-ce qu'on bougerait pas vers les outils de l'épisode? Bien sûr. Alors, je vais commencer avec le mien. Donc, j'avais déjà parlé de Miroboard il y a, je crois, que c'était pas la dernière fois, c'était la fois encore avant. Du coup, je vais amener un autre outil parce que donc c'est relativement nouveau. C'est Figma, donc alors que je pense beaucoup de gens connaissent, surtout les front-enders. Coucou à vous. Donc du coup, Figma a mis en place un nouveau produit qui s'appelle FigJam, et en fait, c'est un copier-coller de Miro. C'est un collaborative board que je trouve extrêmement bien fait. C'est-à-dire que Miro, je trouvais que l'interface était hyper intuitive. FigJam, c'est le niveau encore au-dessus. C'est-à-dire, je pense pas qu'on puisse faire une interface plus simple pour faire collaborer des gens sur un board en ligne. Donc non, chapeau à Figma, ils ont vraiment fait un bon boulot. Bon, ils avaient déjà tout ce qu'il fallait vu qu'ils faisaient déjà du prototyping, mais le fait de faire du coup, le whiteboard est très bien fait, et il y a vraiment rien en trop, et il manque rien non plus. C'est-à-dire, voilà, un truc tout bête, le timer pour faire des activités, il est là et de base. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont présentes et qui sont extrêmement utiles. Donc voilà, je recommande fortement, et honnêtement, pour le coup, en plus, c'est assez facile puisque je pense que
je peux avancer sans trop mouiller que 50% des équipes doivent utiliser Figma et FigJam est intégré dedans, c'est-à-dire simplement un produit en plus, mais il n'y a pas à le payer en plus, à la différence de Miro, qui est un service qui est complètement à part et pour le coup, il y a peu de chances que des gens utilisent Miro, si ce n'est uniquement pour le whiteboard. Donc du coup, un petit conseil pour ceux qui utilisent Miro, n'hésitez pas à révoquer votre licence et à du coup passer sur FigJam si vous avez déjà une licence Figma. Voilà. Très très bon ça. La question qui me brûle les lèvres, c'est est-ce que les gens qui n'ont pas un compte peuvent accéder à un dashboard FigJam? Alors c'est une bonne question. J'ai regardé, donc du coup j'ai pas pu voir puisque moi tous mes comptes sont en pro. Enfin j'ai pas le free tier, mais à ma connaissance oui. Et ça tombe à nouveau dans les mêmes principes que pour Figma, c'est-à-dire ces possibilités d'avoir un projet privé, mais à nouveau donc du coup ce sera que un seul et uniquement avec 3 collaborateurs maximum. Je vais pas mouiller en disant que ça marche, mais je pense que FigJam fonctionne exactement de la même manière, c'est-à-dire ça limiterait la session aux 3 personnes qui sont sur ce repo privé. Voilà. Parce que il y a beaucoup de dashboards collaboratifs qui parfois sont très bien et notamment qui sont spécialisés pour les rétros. Moi c'est mon utilisation principale. Le problème c'est que quand tu es obligé de créer un compte, quand tu dois vendre à ton équipe que tout le monde doit se créer un compte pour sur ce truc là qu'ils vont utiliser que une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois, et ben c'est un peu lourd quoi, même si c'est un compte gratuit et tout. Et ce que j'aime beaucoup avec Miro notamment, c'est que tu peux juste dire voilà, il faut juste y accéder avec ce mot de passe. Le mot de passe il est partagé dans notre one password commun de l'entreprise et comme ça ceux qui ont besoin d'un compte Miro pour créer des dashboards etc ils en ont un et ceux qui sont là juste pour la rétro ils peuvent y venir en tant qu'invités et c'est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de projets que j'ai pas pu utiliser juste pour cette raison quoi. Mais non, c'est clairement ça. Alors à nouveau, et c'est important, FigJam est toujours en bêta. Voilà, faut le dire. Donc voilà, on disclose à 100%. Donc et je viens de vérifier aussi. Donc du coup sur le free tier, en effet, FigJam fonctionne parfaitement. Very nice. Bah écoute, je vais investiguer demain et puis peut-être que j'utiliserai pour ma rétro de vendredi, qui sait. Voilà. Tu m'en diras des nouvelles. Yes. Alors de mon côté, je voulais parler de MindNode. Je comprends pas que j'en ai pas encore parlé. C'est mon. Je suis étonné aussi. C'est mon logiciel de l'enfer en ce moment. En vrai, c'est un logiciel de mind mapping, de carte mentale. Que j'utilise depuis très longtemps en fait, quasiment depuis que je suis sous Mac. Alors c'est sur iOS, macOS, ça marche très bien avec l'iPad aussi. Je pense que c'est que sur Mac en revanche, enfin que sur l'écosystème Apple. C'est pas totalement lié à l'agilité, mais c'est très utile et c'est très agile dans son utilisation en tout cas. Donc c'est un logiciel de mind mapping comme vous en connaissez sûrement plein d'autres, mais ce qui est fou, alors comme je disais, je l'ai utilisé pendant longtemps, j'ai jamais trop compris l'intérêt du mind mapping. Enfin, je comprends bien, tu peux dumper ton cerveau comme ça, tu fais des branches et tout, c'est très bien, c'est très joli pour partager de l'information et tout, c'est super bien, mais je l'ai jamais eu vraiment le réflexe de l'utiliser, à part à certains moments sur certaines problématiques très particulière où ça part vraiment dans tous les sens, où il faut vraiment diverger dans tous les sens et où je me suis dit ok, j'ai besoin d'une map, mais bref. Mais il y a une fonctionnalité qui a tout changé, que j'ai découvert sur la chaîne Nowtech TV, il me semble, de Jérôme Kainborg, qui parlait de ces applications qu'il utilise le plus, et il parlait de MindNode, et moi je me suis dit, wow, MindNode, et il parle de la fonctionnalité. Il y a une fonctionnalité, il y a un bouton, ça permet de passer d'un arbre à une liste à puces indentée. C'est-à-dire que tu vas créer ta mind map et tout machin avec tes 4 branches et en fait boum, tu cliques sur ce bouton et ça va te faire la même représentation mais comme une liste à puces indentée avec chaque arbre qui a un niveau 1 et ensuite tous les sous-arbres qui sont au niveau 2 etc. Donc ça permet de complètement linéariser l'arbre et ça a tout changé quoi. Ça a vraiment tout changé pour moi. Je l'utilise maintenant pour absolument tout, peut-être pas absolument tout, pas loin franchement.
Et c'est incroyable quoi, parce que ça te permet vraiment de diverger complètement. Donc c'est hyper facile d'ajouter un élément à n'importe quel endroit de ta réflexion en fait. Tu peux diverger sans te poser de questions, tu vas, tu balances tout ce que tu as dans ton cerveau, et une fois que tu as fini, que tu as l'impression que t'es allé au bout de ta réflexion, tu cliques sur un bouton et paf, et là tu peux converger, tu linéarises, et ensuite t'as plus qu'à suivre ton plan. Donc par exemple pour écrire une présentation, moi j'utilise que ça maintenant quoi. Tu diverges pour définir ton contenu, tu mets tout le contenu de ta présentation, t'as pas besoin que ce soit dans l'ordre ou quoi, tu balances tout sur ta main map, et ensuite tu cliques, tu converges, et ensuite t'as plus qu'à rédiger les slides, elles sont déjà dans l'ordre, tout nickel, t'as tout le contenu et tout, t'as juste à mettre un écran, ta liste, de l'autre côté t'as ton PowerPoint ou Keynote ou peu importe, et c'est parti quoi, et ça change la vie quoi. Et j'utilise en ce moment pour écrire mon livre sur l'agilité, dont j'aurai sûrement beaucoup d'occasions de parler une fois que ce sera à peu près prêt. Mais j'ai créé une 60aine d'arbres sur MindNode qui sont reliés entre eux, etc. J'ai divergé comme un malade pour faire mon plan détaillé, et ensuite maintenant je suis en train de converger sur l'écriture du bouquin, et en fait c'est cool, j'ai plus qu'à suivre les points et juste transformer en texte quoi. Et c'est d'une efficacité redoutable. Donc je sais pas si c'est tout à fait dans l'agilité, mais ça me sert beaucoup dans mon métier, donc ça ne peut pas vous faire de mal. Non, et puis même, je pense, je l'avais déjà utilisé pour même des problèmes techniques, par exemple, un truc tout bête, mais juste même penser à une solution technique. Quand tu dois commencer à penser, par exemple, à qu'est-ce qu'on va avoir comme problème, ou quelles vont être les limitations, quels vont être les bénéfices, tout ça. Avoir une mind map, c'est vraiment, tu peux pas passer à côté, sinon c'est très 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 difficile d'articuler, c'est le cas de le dire, la pensée, et surtout en fait d'avoir vraiment c'est vraiment la représentation en arbre que j'aime bien moi dans MindNode, pardon. C'est vraiment le fait de pouvoir en fait visualiser facilement. Et par exemple, si tu as un problème donné et que tu fais 2 arbres tout bêtes qui est bénéfices et des avantages, c'est très facile de voir quand les arbres sont faits, est-ce que j'ai plus de bénéfices ou de désavantages, et ensuite de pouvoir vraiment aller pousser la granularité de la réflexion au niveau où on a besoin. Et c'est ça en fait que je trouve hyper intéressant, et surtout c'est hyper facile à visualiser. Ouais, c'est un très bon outil de communication aussi, je trouve, parce que notamment quand je fais une présentation, à la fin de la présentation, donner le PDF avec toutes les slides et les commentaires et tout aux gens, c'est bien, mais ça va, s'ils veulent chercher un truc en particulier, ou s'ils veulent se remémorer la présentation juste avec le PDF, ça va leur prendre 10 minutes pour tout. Enfin, ils vont juste scroller, ils vont rien lire, et au final, à moins qu'ils cherchent quelque chose de très précis, c'est pas hyper pratique quoi. Alors que si toi tu pars d'une mind map, que ensuite tu t'en sers pour écrire tes slides, et que à la fin de tes slides t'inclus la dite mind map, en fait si t'as qu'une seule chose à partager, c'est la mind map quoi. Parce que là les gens ils ont un résumé complet mais à la fois concis de la présentation quoi. Et peut-être tu peux supprimer quelques trucs pour condenser un peu plus, mais ensuite tu rajoutes quelques stickers, quelques images, un peu de couleur, et non, je trouve que ça fait bien le taf pour partager des idées et des réflexions, des brainstorming. Donc non, abusez-en, moi ça a changé ma vie. Cool. Eh bien, molto bene. On va conclure cette émission. On espère qu'elle vous aura plu, cette émission de rentrée. Avant de finir, où est-ce qu'on peut te retrouver sur ton site qui est toujours pas en ligne ? Toujours pas, non, il y a beaucoup plus de choses. Je viens de déménager, donc non, c'est les priorités. Mais non, donc comme d'habitude sur LinkedIn, directement sur GitHub, le classique, rien de fancy pour l'instant. Et toi, Julien ? Les classicos. Pour moi, toujours sur julien.deret.fr, c'est là que vous retrouverez tous mes liens et tous mes projets. Merci d'avoir écouté Agiliste. Si l'émission vous a plu, on vous invite à nous laisser une note, un commentaire, quelque chose, un feedback sur Apple Podcasts, Spotify ou toute autre plateforme. On attend vos retours. Et en attendant, on vous retrouve le mois prochain, sans faute cette fois, pour continuer nos folles discussions sur l'agilité. Salut Pierre. Salut Julien.